I think it's good to go. It's 10. All right, oui, vous l'avez. Please be seated. Good morning, Madam Presiding. Bonjour Madame la Présidente, est-ce que vous pouvez nous entendre? Oui, je peux vous entendre et vous voir. Nous allons maintenant pouvoir poursuivre l'audience et entendre la réponse de l'accusation à l'appel. Madame le procureur, vous avez 1 heure et 6 minutes qui vous sont allouées pour votre réponse. Vous pouvez poursuivre. Merci Madame le juge président. Avant la pause, j'avais montré une fiche de route concernant donc les opérations relatives au massacre. Je vais passer au premier point maintenant. Mladic fait valoir qu'il n'existait pas de plan commun pour exécuter des hommes et des garçons, car il n'existait aucune preuve montrant qu'il ait participé à une réunion la nuit du 11 et 12 juillet. Mais l'accusation n'a jamais affirmé qu'il y a eu une réunion particulière, et la Chambre de première instance n'a jamais conclu qu'une telle réunion ait eu lieu. Rien ne découle de l'existence ou non d'une réunion particulière. Une entreprise criminelle commune ou ECC n'exige pas de réunion, ni même un accord express, car
Comme le reconnaît correctement et à juste titre la Chambre de première instance au paragraphe 35-61, il n'exige qu'un objectif commun qui implique la commission d'un crime. Et ce que nous savons en nous fondant sur les éléments de preuve, c'est que le matin du 12 juillet, l'objectif commun comportait un plan pour massacrer les hommes musulmans de Bosnie. En se fondant sur les éléments de preuve, nous savons que le matin du 12 juillet, tous les chefs militaires et de la police se préparaient à cette opération de massacre. À l'extérieur de l'hôtel Fontana le 12 juillet à 10 h du matin, juste avant la troisième réunion, Momir Nikolic et des membres de l'ECC, les lieutenants-colonels Popovic et Kozoric, discutaient de l'endroit où les hommes devaient être exécutés. Et non pas si ils devaient être exécutés, mais où. Popovic a confirmé que l'ensemble des Balias devaient être massacrés. Et les éléments de preuve démontrent que d'autres dans la chaîne de commandement, tels que Yankovic et Blajkovic, étaient déjà au courant du plan le 12 juillet. Et à l'intérieur de l'hôtel Fontana, ce même matin, Mladic a annoncé que les hommes seraient séparés du reste de la population civile, ostensiblement pour être sélectionnés pour crimes de guerre. Une sélection qui ne s'est jamais systématiquement produite et qui n'a servi qu'à justifier leur séparation des autres. Tout élément prétendant que cette séparation était faite pour une sélection a été rapidement réfuté. Nombre d'hommes et de garçons ont été envoyés en détention et étaient trop jeunes ou trop âgés pour pouvoir, de manière réaliste, être sélectionnés pour crimes de guerre. Et on ne peut pas sélectionner des criminels de guerre si l'on confisque et brûle les documents d'identité des détenus ou si l'on ordonne aux soldats d'arrêter d'enregistrer les détenus. Et nous savons que le plan de massacre avait été élaboré le matin du 12 juillet, partant des massacres qui se sont tenus ce jour-là à Potocari et partant également des massacres coordonnés qui ont commencé le lendemain et qui se sont poursuivis ensuite. Menés par différentes unités militaires ou de police, toutes sous le commandement de Mladic. La Chambre de première instance a conclu que les massacres étaient systématiques et que les hommes et les garçons étaient, je cite, massacrés dans des exécutions de masse, minutieusement orchestrées, paragraphe 30-42. Nous connaissons certains des détails de cette coordination, entendu dans la bouche de certains survivants, des hommes qui se sont cachés sous des cadavres en prétendant être morts et qui ensuite ont survécu et ont pu nous dire ce qui s'est produit. La simple échelle et la logistique de cette opération massive et systématique de massacre prouvent qu'il y avait un plan qui était géré au niveau les plus élevés par Mladic lui-même. Et les actions de Mladic pour dissimuler ces crimes et empêcher qu'ils ne soient détectés montrent qu'il avait donné son approbation au plan. Le 13 juillet, Mladic a donné un ordre pour faire en sorte que les médias soient maintenus à l'extérieur de la zone et empêcher que les médias ne soient au courant de ce qui se passait à Srebrenica, paragraphe 51-17. Et c'est le moment même où cet ordre a été donné qui fait qu'il est important. Le 13 juillet 1995, eh bien, c'était 2 jours après la prise militaire. C'était le jour même des déplacements forcés de 25 000 civils. Et c'était le jour où l'opération de massacre orchestrée a démarré. Cette opération de massacre était l'activité première des forces serbes à Srebrenica à partir du 13 et dans les jours qui ont suivi. Et c'est ce que Mladic a essayé de cacher aux médias avec son ordre. Et il a activement également menti aux médias et aux autorités internationales pour les maintenir à l'écart. Et la réaction de Mladic aux atrocités
va à l'encontre de tout argument stipulant qu'il n'était pas impliqué dans ce plan. Il a félicité ses subordonnés au paragraphe 42-79. Il ne les a jamais punis pour leurs actions, paragraphe 49-68. Et bien au contraire, il a utilisé d'autres ressources de la VRS pour dissimuler ces crimes. Et comme je l'ai expliqué hier, en arrivant à la conclusion que l'objectif de l'ECC s'était élargi pour inclure les massacres au moins jusqu'au matin du 12 juillet, la Chambre de première instance avait le droit de se fonder sur des éléments de preuve concernant les événements avant et après la nuit du 11 au 12 juillet. Et là encore, je voudrais vous renvoyer, mesdames et messieurs les juges, aux affaires que j'ai mentionnées hier dans le jugement d'appel de Perlich et l'affaire Slobodan Milosevic. Mladic ne peut pas démontrer d'erreur dans les conclusions de la Chambre de première instance, à savoir qu'une décision avait été prise le matin du 12 juillet pour massacrer les hommes et les garçons. Et je noterai là que l'enregistrement vidéo d'un membre de la Chambre donnant son point de vue personnel et qui ne fait pas partie du dossier n'apporte pas de lumière supplémentaire sur la question. La deuxième revendication de Mladic, c'est qu'il a perdu contrôle sur ses forces lorsqu'il se trouvait à Belgrade du 14 au 16 juillet 1995. Une période de 3 jours au moins. La Chambre de première instance s'est penchée avec attention sur cet argument et l'a rejeté avec persuasion. Il a consacré 25 paragraphes à la question. Mladic appelle cela un alibi, mais la Chambre de première instance a correctement conclu que ce n'était pas le cas. Comme nous l'avons déjà mentionné, les massacres ont démarré le 12 avec des massacres à grande échelle organisés le 13. Alors que Mladic était dans la région et en contact avec les prisonniers avant qu'ils ne partent pour aller à Belgrade le 14, l'après-midi du 14. Mais qu'il se soit trouvé à Srebrenica ou à Belgrade, Mladic restait le commandant de l'état-major principal. Et les éléments de preuve démontrent que même lorsqu'il se trouvait à Belgrade, Mladic donnait toujours des instructions de manière active et donnait des ordres qui étaient appliqués et qu'il a pris des mesures pour assurer leur mise en œuvre. Il a continué à communiquer avec son personnel, le personnel sous son commandement. Il a continué à recevoir des rapports du terrain. Il a tenu des réunions avec Slobodan Milosevic et avec les autorités internationales concernant les événements à Srebrenica et la situation des hommes et garçons qui avaient été capturés, ainsi que les soldats des Nations Unies, des forces de la paix des Nations Unies. Mais plus important encore, le rôle principal de Mladic et sa responsabilité pénale pour les crimes à Srebrenica et dans d'autres composantes de cette affaire n'était pas basé sur sa présence sur la scène de chaque crime. La participation personnelle de Mladic dans les crimes de Srebrenica sont révélateurs et exceptionnels. Et cela va bien au-delà de ce qui est requis pour déterminer sa responsabilité pénale et va bien au-delà d'un scénario normal de commandement. Et son absence à Srebrenica pendant 3 jours ne fait rien pour diminuer et n'aide en rien à diminuer sa responsabilité face à ces crimes, notamment parce que les crimes ont démarré lorsqu'il était à Srebrenica et ces massacres se sont poursuivis après son retour de Belgrade. Mladic n'a pu démontrer aucune erreur. J'en viens à mon troisième argument.
Mladic ne démontre aucune erreur dans le traitement attentif que la Chambre de première instance a accordé à la crédibilité de Momir Nikolic. Nikolic était un participant aux événements et également un témoin complice. Et suite à la jurisprudence pertinente, la Chambre de première instance s'est penchée sur les éléments de preuve de Nikolic avec grande prudence, mais a constaté que de manière générale, il était crédible et cohérent. Paragraphe 5304. La Chambre avait le droit de procéder ainsi. Mladic n'a pas réussi à démontrer qu'aucun juge de fait raisonnable n'aurait pu arriver à cette conclusion. Et la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en s'intéressant aux notes d'un enquêteur à partir d'une négociation de plaidoyer, découlant d'une négociation de plaidoyer avec Momir Nikolic. N'oubliez pas que c'est Mladic qui a appelé cet enquêteur comme témoin et c'est Mladic qui a demandé le versement de cette pièce à conviction. Et il s'agit de la pièce à conviction de la défense D1228. Ce n'était pas une règle 92 bis ou un document du TPY relevant de la règle du 92 bis ou terre qui avait été admis au lieu d'un témoignage oral. Ce document avait été admis sans restriction quant à son utilisation. Et n'oubliez pas que Mladic a demandé à la Chambre de se baser sur le contenu de cette pièce à conviction dans son mémoire final de procès, par exemple au paragraphe 28-87, et dans ses arguments de clôture, au transcript 44-79-8. Et il a continué à vous demander de vous fonder sur ce document pour la véracité de son contenu dans son mémoire d'appel au paragraphe 632, note en bas de page 772. En tout état de cause, il n'a pas réussi à citer une conclusion quelconque de la Chambre de première instance qui soit fondée sur cet élément de preuve. Mladic n'a pas réussi à démontrer que la Chambre de première instance a commis une erreur dans son appréciation minutieuse et prudente du témoignage de Nikolic. Et enfin, mesdames, messieurs les juges, la Chambre de première instance a correctement évalué le statut des victimes des massacres de Srebrenica. La défense arguait du fait que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que l'ensemble des victimes étaient des civils. Mais ceci déforme les conclusions de la Chambre de première instance. Quant à la responsabilité pénale individuelle de Mladic, pour chacun de ces incidents de massacre, la Chambre a constaté que les victimes ne participaient pas de manière active aux hostilités au moment de leur mort. Paragraphe 30-62. La Chambre n'a pas conclu que l'ensemble des victimes étaient des civils. La Chambre a même reconnu que ce n'était pas très clair et que l'on ne savait pas si certaines des victimes étaient des civils ou des combattants. Mais pour ces incidents, la Chambre a constaté que les victimes étaient détenues par les forces serbes de Bosnie au moment où elles ont été massacrées. Donc, en termes techniques, il s'agissait de personnes hors de combat, ou out of combat en anglais. Et les personnes qui se trouvent hors de combat ne peuvent légitimement être massacrées. Leur massacre est un crime, un meurtre. Et lorsqu'il y avait un doute quelconque, alors la Chambre a exclu ces massacres de la condamnation. Je vous renverrai par exemple au paragraphe 26-60 du jugement, où la Chambre s'est penchée sur des éléments de preuve relatifs au corps, au cadavre, le long du chemin de la colonne. De même, la défense n'a pas pu démontrer qu'il y avait une erreur commise par la Chambre de première instance dans son approche conservative et minutieuse de la question. Pour conclure sur ces massacres, mesdames, messieurs les juges, aucun des arguments utilisés par Mladic ne démontre d'erreur dans les conclusions de la Chambre. Et il faudra, pour qu'il réussisse, qu'il puisse vous convaincre, mesdames, messieurs les juges, d'une conspiration impossible impliquant une rupture complète de la chaîne de commandement où des éléments voyous de l'armée, de la police et d'autres autorités civiles auraient conduit une opération extrêmement complexe et massive et coordonnée de massacres sans la connaissance ou l'implication de Mladic.
Mais cette conspiration hypothétique ne peut expliquer l'implication extensive et coordonnée de nombreuses unités militaires différentes et de ressources, toutes sous le commandement général de Mladic, toutes faisant rapport à Mladic. Et ceci inclut les forces de la police qui lui avaient été resubordonnées pour cette opération importante. Et cela inclut également ce que mon éminent confrère a appelé la chaîne de sécurité du commandement. Et comme le prouve le dossier, elle était subordonnée à Mladic. Ce qu'il soutient être une conspiration ne peut expliquer les références répétées aux preuves démontrant que le patron, entre guillemets, supervisait les crimes, et la Chambre de première instance a conclu qu'il s'agissait de références à Mladic. Paragraphe 5002. Cela ne peut pas expliquer non plus son cri de ralliement en faveur d'une revanche et ses menaces stipulant que les musulmans devraient disparaître, ou encore ce qu'il clamait en disant qu'ils auraient disparu bien avant s'il n'y avait pas eu l'implication de la communauté internationale. Paragraphe 51-28. La conspiration ne peut expliquer que Mladic n'ait rien fait pour punir les auteurs directs et leurs supérieurs qui, sous son contrôle, ont mené l'opération. Cette conspiration ne peut pas non plus expliquer que Mladic ait loué et félicité ses soldats dans la conduite de cette opération, même après que le monde ait compris qu'il s'agissait là d'un massacre génocidaire. Et cela ne peut expliquer non plus la participation de Mladic à la dissimulation de ces crimes en donnant des ordres pour exclure les médias ou en mentant aux représentants internationaux. Cela ne peut pas non plus expliquer l'implication de Mladic dans la dissimulation en utilisant des ressources militaires pour réenterrer les corps afin de dissimuler ces crimes. Mladic ne peut démontrer une erreur quelconque dans les conclusions de la Chambre sur son rôle principal et sur sa responsabilité dans cette opération de massacre. Mesdames, Messieurs les juges, sur la base des éléments de preuve démontrant son implication importante, la Chambre de première instance a correctement conclu qu'il partageait l'intention relative à ce massacre et que sa contribution était essentielle et que sans Mladic, les crimes à Srebrenica n'auraient pas été commis comme ils l'ont été. Paragraphe 50-98 du jugement. En conclusion, mesdames et messieurs les juges, aucun des arguments de Mladic ne démontre une erreur quelconque dans l'analyse de la Chambre de la responsabilité pénale de Mladic à Srebrenica. Et pour ces raisons, et celles qui sont indiquées dans notre mémoire, le moyen 5 devrait être rejeté. Et sur ce point, madame, je voudrais maintenant passer la parole à ma consoeur, Madame Goy. Bonjour, Mesdames et Messieurs les juges. Je vais aborder le moyen 1, 2 et 9 de la réponse de l'accusation. Et pour le reste des moyens, nous nous fonderons sur notre mémoire. En commençant par le moyen 1, l'acte d'accusation a tenu Mladic au courant de toutes les charges. En ce qui concerne les faits incriminés, l'acte d'accusation indique les faits matériels, les lieux, le cadre temporel, les groupes de victimes, les groupes d'acteurs et les façons dont les crimes ont été commis. La jurisprudence est claire. Dans les cas de crimes massifs, les exigences de plaidoirie pour des accusés de haut niveau qui ne sont pas les acteurs physiques sont moins spécifiques quant aux faits incriminés.
La chambre d'appel du TPY dans l'affaire Sainovich et consorts et dans Kronielac a reconnu cela, et ceci à la lumière de la simple échelle de ces crimes, et je renvoie dans Sainovich au paragraphe 233 et dans Kronielac au paragraphe 132. Et l'acte d'accusation a clairement établi que les charges contre Mladic n'étaient pas limitées aux incidents indiqués dans les annexes A à G. Chaque fois que référence était faite aux annexes, l'acte d'accusation utilisait le terme « incluant ». Dans son appel, Mladic ne conteste pas l'acte d'accusation dans son ensemble, ni l'ensemble des incidents qui ne sont pas listés dans les annexes à l'acte d'accusation. Mladic semble reconnaître que ne pas figurer dans les annexes ne signifie pas qu'il n'y a pas une plaidoirie insuffisante. Par exemple, Mladic ne conteste pas l'ensemble des incidents relatifs au saccage et pillage pour lesquels il est condamné, même si aucun ne figure dans les annexes. Et son appel est plutôt limité à 39 incidents non répertoriés pour lesquels il fait valoir qu'il n'avait pas reçu d'informations. Ces 39 incidents contestés ne forment qu'une partie des condamnations de Mladic pour ses chefs concernés. Donc, même si Mladic devait réussir avec ses moyens d'appel, les condamnations pour l'ensemble des chefs seraient maintenues, et il en irait de même pour sa condamnation à perpétuité. En tout état de cause, l'argument de Mladic concernant ce moyen d'appel devrait être rejeté. Non seulement l'acte d'accusation a mis Mladic au courant des faits matériels, mais pour l'ensemble des incidents contestés, sauf 3, il a reçu d'autres informations à travers d'autres plaidoiries, notamment le mémoire préalable au procès de l'accusation et les résumés relevant de la règle du 65 ter. Il s'agit là de résumés de ce que chaque témoin sur la liste des témoins de l'accusation devait témoigner. Et concernant concernant les détails en rapport avec chacun des incidents contestés, il figure dans un tableau au paragraphe 20 du mémoire en réponse de l'accusation. Et tout côté un peu vague potentiel de l'acte d'accusation a été corrigé par ces informations supplémentaires concernant ces incidents. Mladic lui-même reconnaît que les informations peuvent être données à travers des annonces dans le résumé des éléments de preuve ou des témoignages des témoins, même dans les écritures relevant du 65 ter. Et d'après ses propres arguments, nombre de ces incidents contestés avaient été correctement notifiés dans la mesure où ils étaient contenus dans les résumés relevant du 65 ter. Et vous pourrez trouver cela au paragraphe 15 de la réplique de l'accusation. Dans ses arguments devant la courrière, mon éminente consoeur Madame Bagot a fait la distinction entre les incidents considérés comme des incidents non répertoriés relevant de la règle du 65 ter, des écritures de la règle du 65 ter, et les incidents pour lesquels ce terme n'était pas utilisé. La défense semble avoir retiré l'appel concernant les incidents pour lesquels la règle et les écritures relevant de la règle du 65 ter utilisaient les termes incidents non répertoriés. Et je vous renvoie, mesdames, messieurs les juges, au transcript d'hier, pages 22 et 23. Ces retraits semblent couvrir au moins les 4 incidents qui font suite. L'incident de Srebrenica V du 18 juillet 1995. Et je vous renvoie à la note en bas de page dans la réplique, la note en bas de page 68. Les incidents de tir isolé haut du 10 décembre 1994. Et je vous renvoie à la note 106 en bas de page de la réplique, et les 2 incidents de bombardement I et K du 22 juin dans la rue Gétéova, du 22 et du 28 juin 1995. Et je vous renvoie, mesdames et messieurs les juges, à la liste de témoins relevant du 65 ter, à la page 230, paragraphes 7 et 8. Donc, nous comprenons
que, d'après les arguments de Madame Bagot hier, que ces incidents ne font plus partie maintenant de l'appel. Et je note ici que dans d'autres écritures, l'accusation a également explicitement fait référence à un certain nombre d'incidents contestés comme des incidents non répertoriés. Et je vous renvoie à la requête de constat judiciaire pour les faits jugés du 9 décembre 2011, annexe C, page 220 et suivante. Et mesdames, messieurs les juges, vous trouverez les références dans le tableau, paragraphe 20 du mémoire en réplique de l'accusation et dans la règle 92 bis, à laquelle il est fait référence dans la note en bas de page 80 du mémoire en réponse de l'accusation. Mais même lorsque les écritures n'utilisaient pas le terme incident non répertorié, elles avertissaient de manière suffisante l'accusé. Certains incidents sont décrits dans le mémoire préalable au procès de l'accusation. Et là encore, vous pourrez trouver, mesdames, messieurs les juges, dans les notes en bas de page au tableau du paragraphe 20 du mémoire en réponse de l'accusation. Pour d'autres, la règle et les résumés de la règle du 65 ter ont permis de donner ou d'avertir plus encore. Dans les paragraphes énumérés de l'acte d'accusation auquel les résumés font référence et du texte lui-même des résumés où il était clair que le témoin n'allait pas témoigner sur des incidents répertoriés. Et ces résumés indiquent que le témoignage d'un témoin particulier, en plus des incidents répertoriés, se portera sur d'autres incidents spécifiques non couverts par les annexes, même si les résumés n'utilisaient pas de manière explicite le terme incident non répertorié. L'accusation n'est pas tenue d'utiliser le terme incident non répertorié. Le greffier d'audience, excusez-moi, Madame Goy, est-ce que je peux vous interrompre, s'il vous plaît? Nous avons perdu le lien vidéo avec l'un de nos juges. Nous allons essayer de rétablir la connexion. Merci.
Madam Presiding Judge, I'm informed that we have reconnected. Le greffier d'audience, Madame la Présidente, je crois comprendre que nous avons rétabli la connexion avec le juge Nugum. La Présidente, excusez-moi, je ne vous entends pas. Le greffier d'audience, Madame la Présidente, on vient de me faire savoir que nous avons rétabli la connexion avec le juge Nugum. Nous pouvons continuer. La Présidente, veuillez continuer, Madame le procureur, Madame Goy. Merci. Je viens de dire que l'accusation n'est pas tenue d'utiliser le terme incident non répertorié. Et cela est manifeste à la lecture de la décision rendue par la Chambre de première instance le 2 décembre 2011. La défense y fait référence dans son mémoire d'appel, mais cette décision ne va pas à l'appui de sa thèse. Il n'y est pas demandé que le terme incident non répertorié soit utilisé. Mais de façon encore plus importante, cette décision ne concerne que les incidents que l'accusation cherchait à éliminer des annexes, et non pas les incidents qui n'avaient jamais figuré dans les annexes. Pour résumer, même si les accusations présentées dans l'acte d'accusation étaient trop vagues, Mladic a été informé des incidents contestés, comme le montre le tableau qui figure au paragraphe 1 de la réponse de l'accusation. En tout état de cause, c'est à Mladic qu'appartient la charge de la preuve. C'est à lui de démontrer qu'il a subi un préjudice et il ne l'a pas fait. La charge de la preuve lui incombe parce qu'en général, il n'a pas soulevé cette question en temps voulu. La première fois, Mladic a posé cette question d'une manière générale 6 semaines avant le réquisitoire et la plaidoirie, dans sa requête relative au vice de forme de l'acte de l'accusation déposé le 24 octobre 2016. Et quelle explication la défense a-t-elle fournie? Pourquoi n'avait pas-elle soulevé cette objection un peu plus tôt? Pourquoi n'a-t-elle pas soulevé d'objection chaque fois que l'accusation présentait des éléments de preuve qui, selon la défense, ne concernaient pas les accusations qui figuraient dans l'acte d'accusation? J'entends qu'un diapositive soit affiché à l'écran. The defense said that it, quote, did not. La défense a affirmé, et je cite, qu'elle n'avait pas réagi d'une manière systématique à chaque élément de preuve qu'elle considérait comme dénué de pertinence en suivant les orientations présentées par la Chambre de première instance. Ce n'est pas à la défense d'encourager à l'accusation de renforcer sa thèse et d'utiliser efficacement le temps dont elle dispose. Je viens de citer une requête déposée par la défense le 7 décembre 2016 et je viens de citer le paragraphe 9. Évidemment, c'est à la défense de choisir la stratégie qu'elle souhaite suivre. Mais ce faisant, elle s'expose à des risques. Et voilà le risque principal. Si la défense ne soulève pas d'objection à l'admission des éléments de preuve qui concernent des événements au sujet desquels la défense affirme qu'elle n'avait pas été suffisamment informée dans l'acte d'accusation, dans le cas d'une déclaration de culpabilité, la charge de la preuve dans le cadre de la procédure en appel incombe à la défense. Et je renvoie à l'arrêt dans l'affaire Nyatigaga, paragraphe 199 et 200. Pour éviter que la charge de la preuve n'incombe à la défense, il faut soulever des objections en temps voulu. Si la défense n'a pas soulevé d'objection pendant la phase préalable de procès en déposant une requête
elle est obligée de soulever des objections lorsqu'il s'agit d'admettre au dossier des éléments de preuve. Mais la défense reconnaît elle-même qu'elle ne l'a pas fait d'une manière systématique. Elle a attendu 6 mois avant les réquisitoires et 6 semaines, l'interprète reprend, avant les réquisitoires et les plaidoiries, avant de déposer sa requête relative au vice de forme dans l'acte d'accusation. Dans l'affaire Bogosora, la Chambre d'appel du TPIR a étudié une situation de ce type, une situation où l'objection n'est pas soulevée au cours du procès, mais elle est soulevée après la présentation des éléments de preuve et après la présentation des moyens. La Chambre d'appel a conclu que dans des situations de ce type, c'est à la défense de démontrer qu'elle a subi un préjudice. Et les facteurs... Et il faut aussi que la défense démontre qu'elle a soulevé son objection dès que possible, après la fin du procès. Je me réfère à la décision dans l'affaire Bogosora, qui date du 18 septembre 2006, paragraphe 48. Mladic n'a pas une explication raisonnable à fournir. Il a décidé de ne pas soulever d'objection en temps voulu, parce que, dit-il, ce n'est pas à la défense d'encourager l'accusation à renforcer sa thèse. Son argument qu'il a tenu compte des orientations données par la Chambre de première instance n'est pas sincère. La Chambre de première instance n'a jamais donné d'orientation de ce type concernant les incidents répertoriés. Mr. Mladic has asked that he's been. Maître Ivetic, Monsieur Mladic nous dit qu'il attend depuis un bon moment que l'accusation montre de quoi il parle, mais ceci n'a pas été fait. Il évoque un diapositif. Je ne sais pas s'il est possible de le présenter. L'accusation. Si cela peut être utile, nous pouvons montrer ce diapositif encore une fois, avec la permission des juges de la Chambre. With Your Honour's permission, I would proceed with the argument. Avec l'autorisation des juges de la Chambre, je voudrais continuer ma présentation. Maître Ivetic, le diapositif est en anglais. Or, mon client ne peut pas lire l'anglais. Madame Goyen, j'ai déjà lu ce qui figure au fin du contrat d'audience, mais je peux relire ce passage. La défense, voilà ce que je cite ici. La défense n'a pas répondu d'une manière systématique aux éléments de preuve qui ont été présentés en s'appuyant sur les orientations de la Chambre de première instance. Il n'appartient pas à la défense d'encourager l'accusation à renforcer la présentation de ses moyens et à se servir efficacement du temps qui lui est alloué. Donc, c'est une citation qui est tirée d'une requête déposée par la défense au fin du réexamen. Cette requête a été déposée le 7 septembre 2006 et j'ai cité le paragraphe 9. Les orientations auxquelles Mladic fait référence dans cette citation figurent dans la décision du 2 décembre 2011. C'est une décision dans laquelle la Chambre de première instance a fait droit à une proposition formulée par l'accusation concernant des réductions apportées à l'acte d'accusation.
En vertu de cette décision, le nombre d'incidents répertoriés a été réduit. Mais le nombre d'incidents dans les municipalités qui ont été retenues n'a pas été limité. La Chambre de première instance a confirmé cette décision dans une autre décision rendue le 23 février 2017. Elle a précisé que dans la décision rendue en application de l'article 73 bis du règlement, le nombre d'incidents répertoriés a été fixé, mais cela n'affecte pas les autres incidents qui font partie de l'acte d'accusation et qui continuent à en faire partie. Je cite le paragraphe 11 de la dite décision. Et lorsqu'on consulte le dossier de l'affaire, il se dégage clairement que Mladic lui-même ne croyait pas que les accusations à son encontre se limitaient aux incidents répertoriés. Je tiens à attirer votre attention sur seulement quelques situations qui le montrent. Le 16 décembre 2011, 2 semaines après que la décision en application de l'article 73 bis D a été rendue, l'accusation a déposé le 4e acte d'accusation modifié, où elle a appliqué les instructions présentées dans la décision de la Chambre de première instance. Et dans ce 4e acte d'accusation modifié, le terme notamment a été utilisé chaque fois qu'il était renvoyé aux incidents répertoriés. Il était clair que les crimes reprochés comprenaient les incidents répertoriés dans les annexes. Et la manière dont Mladic s'est comporté pendant le procès montre qu'il savait que les accusations à son encontre ne se limitaient pas aux incidents répertoriés. Il a contre-interrogé les témoins à charge concernant les incidents qui n'étaient pas répertoriés et vous trouverez toutes les références sur ce point dans notre tableau au paragraphe 20. Je me réfère aux mémoires en réponse de l'accusation. Chaque fois que Mladic a contesté l'inclusion des incidents de tir isolés non répertoriés dans les demandes de versement direct déposées par l'accusation, cela montre qu'il était au courant. La Chambre de première instance a relevé que les incidents précisés dans les annexes F et G accompagnant l'acte d'accusation illustre les actions de bombardement et les tirs isolés. Cela figure dans une décision rendue le 28 janvier 2014 au paragraphe 10. Pendant la présentation des moyens des charges, Mladic a interrogé ses propres témoins au sujet des incidents non répertoriés. Par exemple, il a posé des questions à ce sujet à son témoin expert, Zorica Subotic. Je vous renvoie à la page du compte-rendu d'audience 39 546 et suivante. Pourquoi Mladic l'aurait-il fait s'il ne pensait pas que ces incidents faisaient partie des crimes qui lui étaient reprochés? Mladic s'est défendu très précisément contre un certain nombre d'incidents répertoriés. Et nous pouvons contre un certain nombre d'incidents non répertoriés. Et nous pouvons le voir en consultant le tableau qui figure au paragraphe 1 de la réponse de l'accusation. Cela veut dire que Mladic était au courant et qu'il savait pendant la durée du procès que l'acte d'accusation ne se limitait pas seulement aux incidents répertoriés. Donc, il aurait pu soulever des objections au cours du procès pendant la présentation des moyens à charge. Il ne l'a pas fait. Par conséquent, c'est maintenant à lui de démontrer qu'il a subi un préjudice. Or, Mladic n'a pas démontré qu'il a subi un préjudice. Il est incapable de le faire puisqu'il n'a pas subi de préjudice. Par conséquent, il convient de rejeter le moyen d'appel 1. Maintenant, je vais me pencher sur le moyen d'appel 2. Mladic n'a pas démontré l'existence d'une erreur dans la manière dont la Chambre de première instance s'est servie des faits jugés. Le TPY, le TPIR et le mécanisme ont, dans leur jurisprudence, établi un équilibre entre l'utilisation des faits jugés dans l'intérêt de la rapidité du procès et les droits de l'accusé, y compris son droit à confronter les accusations portées à son encontre. De manière générale,
il est possible d'établir les faits en se servant uniquement des faits jugés, même lorsque ces faits concernent directement ou indirectement la culpabilité d'un accusé. Cela a été récemment confirmé dans l'arrêt Karadzic au paragraphe 121. Pour protéger les droits de l'accusé, il existe 3 restrictions importantes imposées à l'utilisation des faits jugés. D'abord, on ne peut pas s'appuyer sur ces faits pour établir les actes, le comportement et l'état d'esprit de l'accusé. Deuxièmement, ces faits jugés peuvent être réfutés. Et en troisième lieu, c'est à la Chambre de décider s'il convient de dresser un constat judiciaire. En l'espèce, la Chambre de première instance a gardé à l'esprit ces limitations. Et Mladic n'a pas démontré l'existence d'une erreur. En premier lieu, Mladic n'a pas démontré l'existence d'une erreur dans la manière dont la Chambre de première instance a utilisé les faits jugés concernant le comportement de proches subordonnés de Mladic. Deuxièmement, il n'a pas démontré l'existence d'une erreur au niveau des critères appliqués par la Chambre de première instance lorsqu'elle a décidé si un fait jugé a été réfuté ou non. Et en troisième lieu, il n'a pas démontré l'existence d'une erreur dans la manière dont la Chambre de première instance a approché le fait jugé 1476. Le greffier d'audience, veuillez vous arrêter dans votre présentation, Madame Goy, s'il vous plaît. Nous avons encore perdu le lien avec l'un des juges. Madame Goy, oui, bien sûr. Madam Presiding Judge, we're ready to Le greffier d'audience, Madame la Présidente, nous avons pu rétablir le lien. Nous pouvons continuer. Madame la Présidente, allez-y, s'il vous plaît. L'accusation. Je venais de préciser les 3 points sur lesquels je souhaite me focaliser et il serait peut-être préférable de reprendre ces 3 points. D'abord, Mladic n'a pas démontré l'existence d'une erreur dans la manière dont la Chambre de première instance a utilisé les faits jugés en ce qui concerne le comportement de proches subordonnés de Mladic. En deuxième lieu, il n'a pas démontré que la Chambre de première instance a appliqué de mauvais critères pour décider si un fait jugé avait été réfuté ou non. Et en troisième lieu, il n'a pas démontré l'existence d'une erreur en ce qui concerne le traitement réservé par la Chambre de première instance aux faits jugés 1476 qui concerne Srebrenica. Je vais maintenant parler de ces 3 points différents. Mladic critique la Chambre de première instance d'avoir dressé un constat judiciaire en ce qui concerne le comportement de proches subordonnés de Mladic. Selon lui, cela constituait un raccourci pour établir la responsabilité pénale de Mladic. Mais il n'a pas formulé de motif valable pour s'écarter de la jurisprudence établie. Et selon cette jurisprudence, les seuls champs qui sont exclus de l'utilisation des faits jugés concernent les actes, le comportement et l'état d'esprit de l'accusé. Il n'y a aucune raison pour réexaminer la décision rendue
par la Chambre d'appel du TPY en ce qui concerne ce point. Les actes et le comportement de l'accusé qui ne peuvent pas être déduits sur la base des faits jugés dans une affaire qui concerne une entreprise criminelle commune comme celle-ci portent surtout sur la contribution personnelle apportée par l'accusé à l'ECC. La Chambre d'appel du mécanisme s'est penchée sur cette question récemment dans l'affaire Karadzic. Dans cette affaire, comme c'est le cas en l'espèce, les auteurs physiques ont été utilisés comme des instruments par les membres de l'entreprise criminelle commune, y compris des accusés qui exerçaient des fonctions de premier plan. La Chambre d'appel a conclu que la Chambre de première instance n'avait pas commis une erreur lorsqu'elle avait dressé un constat judiciaire pour confirmer l'existence des crimes commis par les subordonnés de Karadzic. Elle a rappelé qu'il existait une distinction entre les faits qui concernent le comportement d'auteur physique et ceux qui concernent le comportement de l'accusé lui-même. La Chambre d'appel a conclu que les faits jugés ne pouvaient pas concerner un comportement dont l'accusé était engagé et qui touchait à l'élément matériel des crimes. Cependant, la Chambre d'appel dans l'affaire Karadzic a reconnu expressément que la Chambre de première instance avait le pouvoir de dresser un constat judiciaire concernant le comportement des autres membres de l'ECC et le comportement des auteurs physiques de crimes pour lesquels l'accusé est tenu responsable au pénal. Je me réfère à l'arrêt Karadzic, paragraphes 121 et 122. Mladic n'a pas démontré que la Chambre de première instance a outrepassé son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a dressé un contrat judiciaire concernant le comportement des autres membres de l'ECC ou concernant le comportement des auteurs physiques qui étaient ses subordonnés proches. Le fait que d'autres chambres de première instance ont exercé leur pouvoir différemment ne montre pas que la chambre de première instance à l'espèce a commis une erreur. En particulier, Mladic n'a pas démontré que la chambre de première instance a utilisé les faits jugés comme un raccourci pour établir la contribution apportée par Mladic à l'ECC. Mladic fait valoir au paragraphe 21 de son mémoire d'appel, et c'est d'ailleurs un argument qu'il a répété hier devant les juges de la chambre, que les faits jugés concernant les actes de ses subordonnés proches ont mené la Chambre de première instance à conclure qu'il avait apporté une contribution importante au ECC parce qu'il exerçait le commandement et le contrôle des forces sur les forces serbes. Mais il n'a pas démontré que la Chambre s'est servie des faits jugés comme d'un raccourci pour établir les contributions de Mladic à l'ECC. Donc, son argument devait être rejeté. Mesdames et messieurs les juges, je garde l'heure qu'il est à l'esprit avant de passer à la deuxième partie de notre exposé. En ce qui concerne le moyen d'appel 2, je me demande s'il est préférable de faire une pause maintenant, peut-être, la présidente. Oui, il ne vous reste que 2 minutes avant la pause. Donc, je pense que le moment est propice pour faire une pause. Nous allons reprendre à 13h10. Je parle de la zone temporelle en Zambie.